Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Mon invité d'aujourd'hui pratique le yoga Kundalini dont le nom vient d'un mot sanskrit, Kundala, qui désigne une puissante énergie spirituelle qui prend source à la base de la colonne vertébrale. Lorsqu'elle est éveillée, elle circule dans l'ensemble des chakras pour se reconnecter à soi et à ses énergies. Mon invitée est une ancienne mannequin devenue professeure de yoga et qui s'est formée à New York avec Hari Kaur, puis en France avec Karta Singh. Elle nous partage son expérience et ses conseils holistiques dans son nouveau livre Kundalini et Mi. C'est comme ça que l'on dit, je pense. Je suis absolument ravie d'accueillir Caroline Bénézet dans Métamorphose. Bonjour Caroline. Bonjour Anne, ravie de participer à vos podcasts. Enchantée de même. On est toutes les deux confinées dans des régions différentes, vous en France, je crois, et moi en Suisse. Oui, absolument. Alors, est-ce que j'ai bien prononcé le titre de votre livre, d'abord, pour commencer ? Oh, je le dis un petit peu Kundalini and Me. Je suis un petit peu, j'ai toujours un petit peu gardé mon côté américain, et c'est pour ça que je voulais un titre en anglais, en fait. Enfin, pour moi, je dis Kundalini and Me, mais on peut dire Kundalini et Me, et moi. Kundalini and Me, oui, c'est très bien. Alors, voilà. Vous parliez justement des États-Unis et c'est là que vous faites cette rencontre incroyable, semée de signes pour vous avec ce type de yoga. Est-ce que vous voulez bien nous raconter comment vous l'avez rencontré ? Eh bien, j'habitais à l'époque à New York, à Soho, et j'ai une amie qui m'a dit mais viens essayer mon yoga, c'est super, ça va te plaire. Et c'était vraiment pas loin de chez moi, ça devait être à 2 rues. Donc je suis allée dans un cours pour la première fois, et pendant 1h30, j'ai absolument pas, j'étais dans le moment présent. Je n'ai pensé à rien d'autre que cette pratique qui m'a complètement enveloppée, nourrie, ouverte. J'ai touché à mon cœur tout de suite. Je pense que dès le premier cours, j'ai versé des larmes pas de tristesse, mais des larmes de grâce, d'ouverture. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé à aller en fait en cours 2-3 fois par semaine. Voilà. Et alors, on va définir évidemment ce que c'est que le Kundalini Yoga parce que il n'est pas forcément connu du très très grand public, même si de plus en plus. Nous dire un peu d'où il vient et aussi pourquoi il est de retour particulièrement en ce moment, notamment en France. Alors, vous avez grandement participé à lui donner un peu cette nouvelle impulsion. Alors, ça fait beaucoup de questions. Alors déjà, pour commencer, qu'est-ce que le yoga Kundalini ? Alors, le yoga Kundalini, en fait, c'est une pratique qui a été enseignée par un maître qui s'appelle Yogi Bhajan, qui est arrivé dans les années 68, en 68 exactement à Los Angeles. Il a pris tout ce qu'il considérait d'efficace et en a fait une pratique. Et il l'a appelé le Kundalini Yoga, qui en fait désigne cette énergie dont vous avez parlé au début, qui part de la base de la colonne vertébrale et qui remonte vers le haut. Lorsqu'elle est bloquée dans les centres inférieurs, dans les 3 premiers centres, elle est enfermée et notre conscience reste un peu là où finalement l'humanité en est aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est sous la ceinture et on est soumis à nos désirs, soumis à nos envies, soumis à nos impulsions. Donc on cherche en fait à la faire monter vers les centres du haut pour acquérir cette pure conscience et s'ouvrir en fait à cet univers complètement invisible qu'on a oublié parce qu'il y avait une connexion, les anciens avaient une connexion à cet univers, à ce cosmos, et cette énergie nous permet de réveiller cette connexion au tout afin de pouvoir avoir des messages, être
d'être aligné avec l'environnement dans lequel on vit, dans lequel on s'est complètement séparé en fait. Voilà. J'allais dire même guidé en fait en vous entendant pendant que vous cherchiez vos mots. Oui, exactement, absolument, Mmh. absolument. Et en fait, si vous voulez, en réveillant cette énergie par des systèmes de respiratoires qu'on appelle le pranayama, en allant respirer. Alors il y a différents rythmes des respirations. Chaque respiration va amener un état émotionnel différent. On crée des rétentions. On crée comme un aspirateur qui permet de pousser l'énergie vers le haut et même de voir de la redescendre. Donc on crée un aller et venu. Et quand on retient cette respiration, ça crée un champ d'induction qu'on appelle aussi, qui crée notre champ électromagnétique, mais ça crée un tor. Le tor qui en fait est cette énergie qui circule partout, qui est partout, et ça nous met en communication avec ce tout, avec l'univers dans le champ unifié. Et ça permet donc de venir débloquer toutes ces énergies qui sont sous le nombril. Ça, c'est important de pouvoir libérer ces énergies-là. Qu'est-ce que ça apporte comme bienfait aujourd'hui aux gens que vous voyez qui suivent? Je vous poserai la question aussi pour vous tout à l'heure, mais pour les participants à vos cours, vos stages, ateliers. Il y a une reconnexion à l'essence profonde, donc on va dire à l'âme. Pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais ici, quelle est ma mission, quel est mon vrai talent. Est-ce que mon vrai talent est déjà dans le métier que je fais, et dans le métier que je fais aujourd'hui, comment je peux amener une conscience, ou est-ce que je suis complètement à côté de la plaque et je redessine ma vie. Et donc en fait, ça nous aligne vraiment à ces petits messages qu'on a à l'intérieur, et qui sont bien évidemment alignés avec tout notre environnement, à savoir que l'univers est absolument généreux et nous soutient. Et ça, on a du mal à vouloir l'accepter. Et donc, en fait, ça nous met en contact avec tous ces sens-là qui sont pas vraiment explicables avec des mots. Moi-même, j'ai du mal, mais qui sont des messages profonds à l'intérieur et la magie de la vie, parce que la vie est magique. La magie de la vie commence à entrer. Qu'est-ce que en France, c'est vrai que c'est une pratique qui est en train de prendre, je dirais vraiment comme on a l'impression qu'on a mis le feu aux poudres, on en parle énormément, etc. C'est fou. Alors je disais tout à l'heure que vous avez vraiment participé à ce mouvement, puisque vous étiez pionnière quand vous êtes revenue des États-Unis. C'était il y a combien de temps? C'était il y a plus d'une quinzaine d'années presque. Oui, je suis revenue il y a 12 ans exactement, en novembre 2008 ou 9, je sais plus. Oui, 2008-9. Le 28 novembre 2008, après les élections d'Obama, je me rappelle, j'étais dans l'avion et je suis arrivée à Paris, et j'ai cherché des cours, et c'est vrai qu'il y en avait pas, ou alors c'était un peu planqué, caché, et puis c'était pas cette énergie-là, moi, qui m'attirait dans le Kundalini. C'était une énergie beaucoup plus universelle que je recherchais. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose en fait à Paris. Voilà, donc initialement, j'ai pas tout de suite commencé à donner des cours sur Paris, mais j'ai beaucoup pratiqué dans mon petit 30 mètres carrés. J'avais un petit bébé, j'avais mon garçon qui avait 6 mois à l'époque, et puis j'ai commencé à enseigner dans la foulée après, et petit à petit j'ai développé un vocabulaire, parce qu'en fait j'avais reçu les enseignements en anglais. Donc, et je suivais aussi les enseignements très simples bouddhistes zen de Thich Nhat Hanh, qui est dans le sud de la France. Il y a un village, ça s'appelle le village des Pruniers. Voilà, vous en avez un en région parisienne aussi. Oui, en Vietnam, en région parisienne, où il y a une petite antenne, mais surtout il y en a un en Californie et un au nord de New York. Donc en fait, j'avais ce langage-là aussi qui m'attirait beaucoup, un langage universel que j'ai lié aux enseignements pour donner un langage assez simple.
Et j'ai construit comme ça des cours petit à petit. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une explosion totale. Oui. Je me disais même qu'il y a un moment, on va avoir Kundalini anonyme parce que tout le monde est accro. Oui. C'est un mouvement qui est magnifique, Et il faut savoir que lorsqu'on pratique aussi, il y a tout un chemin. Il y a tout un chemin et qu'au début, on est peut-être aussi dans une lune de miel. Le chemin est important, prendre le temps est important et de pas en fait retranscrire ce mouvement de faire qu'on a dans nos sociétés, puisque c'est un des symptômes d'aujourd'hui dans le yoga. Il faut qu'on soit assez vigilant avec ça aussi. Oui, c'est important de le signaler. Ça prend aussi vite dans le monde entier ou vraiment en France, c'est un phénomène qui est particulier d'après ce que vous observez, c'est simplement une curiosité? Et je crois, j'ai l'impression que ça a vraiment pris énormément en France, mais j'en suis pas étonnée parce que ce que je me disais moi quand je suis arrivée ici il y a une douzaine d'années, parce que c'était un peu ma mission, puis quand je suis partie de New York, j'étais euphorique, j'avais mon enfant. Je suis partie justement parce que j'avais cette force. Après, c'était moins la transition à Paris a été moins fun. Mais quand je suis partie, j'avais cette force et c'est pour ça que j'ai réussi à partir parce que j'avais une vie plutôt sympa et confortable. Et mais je me disais, mais ce yoga, c'est un yoga pour les Français. Parce que je me disais que en fait c'est pas un yoga qui est notamment, oui, ça demande quand même beaucoup de vitalité, mais ça se construit. C'est pas un yoga sportif. C'est pas un yoga où on fait des équilibres à l'envers. C'est pas un yoga où on demande de faire des grands écarts. C'est pas un yoga, voilà. C'est un yoga finalement qui peut être assez philosophique et cérébral si on a envie. Mais on peut aussi complètement se détendre et se lâcher dans l'expérience. Mais en même temps, il va venir toucher à la philosophie, il va venir toucher à la psycho, enfin de la thérapie psychocorporelle. Et il a un côté un petit peu philosophique que le français pourrait apprécier. Et en plus, on est souvent assis dans les postures, on n'est pas souvent debout. Et je trouve le français, en tout cas, ce que je me rappelais du français quand j'ai quitté dans les années 90 la France, c'est que c'était pas un grand sportif par rapport aux Américains. Enfin, voilà. Certains Américains. On parle plutôt de la Californie ou New York. J'ai eu l'occasion d'aller dans le Kansas. C'est pas ce qui m'a sauté aux yeux. Non, c'est sûr, mais bon, je suis un peu dans l'Amérique privilégiée alors. Bon, c'était une petite aparté, voilà, pour rire. Alors, c'est un yoga, effectivement, vous le disiez, qui est très puissant, qui ne demande pas forcément d'avoir des compétences. J'avais assisté à un cours de yoga chez Tara Stiles dans son studio à New York. Effectivement, là, c'était un yoga qui est introspectif, mais aussi très difficile d'un point de vue, on va dire, acrobatique. Dans le Kundalini Yoga, il y a vraiment une importance capitale, je dirais, du souffle. Et je vous cite là dans le livre, le souffle est la vie et la vie est le souffle. Il n'y a pas de différence entre les deux. Et ça, c'est extrêmement important dans cette pratique. Absolument. C'est ce que j'ai un peu expliqué au début du podcast, c'est qu'en fait, on passe vraiment par le souffle, le pranayama, pour en fait dénouer tous nos nœuds. Dénouer toutes les énergies qui peuvent être stockées dans le désir, dans les envies, dans la victimisation, pour les amener dans les cercles, dans le cœur, pour les amener pour en fait ouvrir le cœur, ouvrir la compassion, s'ouvrir à soi-même déjà. Et puis ensuite à son environnement, ouvrir son intuition parce qu'on l'a perdue, elle est cachée cette intuition par notre environnement, que ce soit les produits chimiques qu'on consomme ou dans les villes en béton dans lesquelles on habite ou dans un certain fonctionnement et conditionnement. Donc ça vient vraiment réanimer ouvrir nos sens. La respiration en fait est un lien vers nos émotions et vers nos sens. C'est un pont vers cette pure conscience, en fait, la pure conscience qu'on connaît à la naissance, peut-être. C'est intéressant. Quand on n'est pas encore conditionné, voilà. Et vous dites aussi que pour vous, il est important d'expérimenter l'expérience, un peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire ne pas se précipiter, vouloir faire pour faire. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Expérimenter l'expérience, c'est avoir de grandes joies, avoir de grandes peines, les vivre, les accueillir, les regarder,
L'expérience, c'est de se mettre en fait de se mettre dans la pose par le yoga, c'est-à-dire d'aller créer dans une posture, on va générer une agitation par la posture, qu'elle soit statique par un pranayama ou qu'elle bouge, qu'elle soit plus acrobatique. Et puis par ça, on va venir expérimenter on va venir écouter ce qui va venir, les messages à l'intérieur, que ce soit des messages corporels, on a un bobo ou un message, il y a des messages. Et à partir de là, on va venir prendre du recul, observer et réorganiser, se réorganiser au-delà de ce qu'on a pu connaître, au-delà de nos croyances, et puis ensuite pouvoir se livrer tel qu'on est, se livrer son essence, qui en fait est un cadeau au collectif et à l'humanité, de pouvoir se livrer entièrement dans sa bienveillance et dans sa générosité et de part avec l'action du cœur. Et donc ça, c'est l'expérience, c'est-à-dire que en fait, ce yoga, c'est vrai qu'on se met dans des situations d'expérience. Donc là, en cours de Kundalini Yoga à Paris, sur 1h30, on est dans des pratiques, physiques, des postures, des asanas, des pranayamas. Mais quand on fait des stages, on va se mettre dans des situations de longues marches silencieuses, on va se mettre dans des situations de collectif, en rapport avec d'autres, on se met dans des situations pour expérimenter l'expérience. Et le vivre, tout simplement. Le vivre, voilà. Être dans le vivant, mais aller quand même pousser les boutons. C'est curieux parce que quand je vous entendais parler tout à l'heure en disant on va réorganiser des choses à l'intérieur, j'aime beaucoup cette image qui est assez peu finalement partagée. Et moi j'avais découvert ça à travers une toute autre pratique qui est la fasciathérapie, qui permettait une forme de mise à nu de l'organisation habituelle et d'aller comme ça à la découverte de nouveaux territoires à l'intérieur de soi. C'est difficile d'expliquer ça avec des mots parce que ce sont des sentiments de ce qui circule à l'intérieur de nous. C'est comme si on allait explorer d'autres ressources. Absolument. Et on va explorer cette ressource, finalement, explorer cette ressource innée qui est en fait finalement l'énergie d'amour. Et cette énergie va nous propulser vraiment dans l'essence de soi et va nous permettre dans une grande neutralité de se réorganiser. Voilà, et effectivement, c'est absolument le même processus. Voilà. Alors, on parle d'une science des angles et des triangles. Alors, je trouve ça amusant parce qu'évidemment, on s'attend pas à voir ça. Qu'est-ce que ça signifie, Caroline? En fait, la science des angles et des triangles, elle est rigolote parce que c'est au niveau, quand vous avez pris un cours de Kundalini Yoga, vous comprenez tout de suite, c'est-à-dire qu'on place nos jambes à différents degrés pour venir... quand vous êtes à 10 degrés, vous êtes dans les organes génitaux. Donc, en fait, ça fait sens. Imaginez vos jambes levées à 15 cm du sol et vous avez tout le corps au sol. Eh bien, ça vient chercher cette région. Quand vous les levez à 30 degrés, c'est un peu plus haut. On est dans le nombril et dans les reins. Et un peu plus haut, on monte dans le foie, la rate, la vésicule, le pancréas. Et puis, en haut, là, quand on est un petit peu plus haut, 70 degrés, vous êtes dans les poumons, le cœur. Et à 90 degrés, quand vous avez les jambes en équerre au sol, ça vient irriguer le cerveau et la glande pinéale et pituitaire. Donc, dans la glande pituitaire, on vient stimuler le divin, et dans la glande pinéale, on est dans l'intuition et la conscience. Donc, en fait, toute cette pratique de posture, d'asana, de pranayama est un outil très précis, en fait. C'est pour ça qu'il y a la science des angles et des triangles. Intéressant. Où est-ce qu'elles se situent, ces glandes-là, puisque vous parlez d'elles, pour les resituer? Alors, vous avez la pinéale, alors, comme ça, qui est... quand vous prenez à partir de la fontanelle, elles sont dans la tête, en fait. Oui. Mais là, sans se voir, c'est compliqué à expliquer. Vous tirez un trait tout droit au niveau de la fontanelle et vous prenez une tempe, tout droit à la tempe. Et là, à cette rencontre-là, vous avez ces glandes. Donc, on visualise effectivement le troisième œil entre les deux yeux, mais il est beaucoup plus loin à l'intérieur. D'accord, il est plus central, en fait. Voilà. Et la glande pinéale et pituitaire, elles sont très proches l'une de l'autre.
Hmm. Et puis vous avez donc qui sont en fait sous le nom aussi d'épiphyse ou d'hypophyse. Oui. Et puis il y a l'hypothalamus qui est encore plus derrière et là qui vient s'ouvrir justement pour accueillir l'énergie qu'on a stimulée qui passe par le canal central. Donc ce champ d'induction qui passe par le canal central et qui monte vers le haut et qui vient ouvrir les portes. D'accord. Alors, quelle est la place des chants et des mantras dans cette voie, dans cette pratique par rapport à d'autres types de yoga? Je crois que c'est assez important. Alors en fait, déjà, normalement, dans tout type de yoga, au départ, le yoga, il a des chants, mais c'est vrai que la partie chant a été un petit peu laissée de côté pour développer l'asana, mais la partie chant revient ces quelques dernières années parce qu'on a besoin d'autre chose. Et en fait, le mantra, c'est comme un code de son. Il se trouve que là, dans le yoga et en Kundalini Yoga, on est beaucoup dans le Gurmukhi parce que ça vient de la région du Punjab et son héritage est de là-bas. Et vous avez aussi des chants en sanskrit. Et donc ça a été pratiqué beaucoup en Inde. Donc on a cet héritage sanskrit ou Gurmukhi. On peut aussi tout à fait avoir des mantras dans notre propre langue, parce que le mantra, en fait, c'est une projection de l'esprit. Et chaque mantra est un code et il a une intention derrière. Non seulement il a une intention, mais en plus il vibre à une certaine fréquence qui va... Donc cette intention... La pratique du yoga, c'est très important d'y avoir une intention, c'est-à-dire qu'on met vraiment la magie dedans. On doit mettre la magie dans la pratique. On pratique avec une intention derrière. Le mantra, il a une intention. C'est une intention qui existe depuis longtemps. C'est un son qui vibre depuis longtemps. Et il va aussi permettre d'occuper et de canaliser le mental. Ça va nous permettre de se connecter au soi supérieur et de fusionner avec la conscience, sa conscience individuelle, la conscience collective qui va vers la conscience universelle. Voilà. Donc le mantra, en fait, on peut faire un mantra sur la prospérité, l'abondance, par exemple. Il y a beaucoup de workshops sur ça, puisque ça attire et ça plaît beaucoup, oui. Puisqu'on veut tous être dans la prospérité et l'abondance. Ça permet d'avoir l'intention sur la prospérité et l'abondance, de réfléchir qu'est-ce que ça veut dire pour nous, qu'est-ce que l'abondance, qu'est-ce que la prospérité, et de passer 3 minutes, 10 minutes, une demi-heure à chanter ce mantra pour créer dans notre vie cet alignement. Caroline, est-ce que vous auriez envie de nous proposer, justement, on vit des temps un peu compliqués, avec beaucoup de personnes aussi qui souffrent, des personnes qui sont dans la peur, on a besoin aussi d'être dans la joie et de se régénérer. Est-ce que vous auriez envie de nous partager un petit mantra? Absolument. On peut partager un mantra assez facile et universel qui va permettre de s'incliner à sa sagesse, de s'accueillir, de reconnaître sa propre sagesse et de laisser sa sagesse fusionner avec la sagesse universelle, avec les messages qu'on peut avoir, avec l'invisible, avec ce qu'on ne connaît pas. On va dans un monde nouveau et on a besoin de soutien. Donc le mantra, il est simple et on s'en sert pour ouvrir l'espace d'un cours. C'est Ong Namo Gurudev Namo. Et vous pouvez juste inspirer, expirer. Om Namo Gurudev Namo. Inspirez. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Inspirez. Retenez le souffle. Et relâchez. Merveilleux. Donc en fait, si c'est un mantra qui vous plaît, c'est bien de soit vous avez votre musique intérieure et vous pouvez, comme j'ai fait instinctivement, inventer un son.
soit vous pouvez aller chercher sur n'importe quelle plateforme, YouTube, enfin voilà, n'importe quelle plateforme de musique, le mantra Ong Namo Gurudev Namo, et trouver peut-être une version qui vous plaît et chanter 7 minutes, 10 minutes, c'est bien, tous les jours, ce mantra pour vous soutenir en ce moment. Ah ben c'est super, merci pour l'astuce et la profondeur du partage de cet enseignement. J'aimerais simplement revenir peut-être parfois, peut-être plus maintenant, mais le Kundalini a fait peur à une époque parce que évidemment dès qu'on travaille sur des pratiques du souffle, moi je pratique, je suis enseignante dans un art corporel qui s'appelle le Wu Tao où le souffle est assez puissant et alchimisé aussi. Et c'est vrai que ces pratiques de souffle souvent font peur parce qu'on pense évidemment peut-être parfois à une décompensation, à des éveils trop rapides, etc. Comment c'est maîtrisé aujourd'hui justement dans les cours de Kundalini pour répondre à certains peut-être questionnements de celles et ceux qui nous absolument. écoutent? Alors effectivement, il faut être très vigilant parce que c'est tous ces exercices de pranayama, comme vous le savez, sont très puissants. Donc déjà, si vous voulez, dans un cours de Kundalini en cours en ville à Paris, en ce qui me concerne, j'enseigne avec beaucoup de discernement et au niveau des rétentions, on fait des rétentions plus courtes que lorsque on est dans un environnement très encadré, où on sait que quand on va sortir de la salle de yoga, il y a une rivière ou une montagne, ou alors on est déjà sur la rivière ou dans la montagne. On peut se permettre d'aller un petit peu plus loin, en fait, si vous voulez. Donc, la façon dont moi je gère ça, c'est-à-dire, j'en suis très sensible. On a chacune une sensibilité différente par rapport au pranayama. Personnellement, pas tout le temps, mais je me couvre la tête. Je me couvre la tête, soit d'un bonnet, soit d'un bandeau. J'ai pas besoin d'un truc énorme pour pouvoir me lâcher, c'est-à-dire pouvoir faire quand même une rétention assez longue et ça permet en fait ça permet un ancrage, ça permet à l'énergie de pas exploser au-dessus de la tête et de redescendre tranquillement. Donc c'est comme ça que je gère que je gère l'énergie, mais tout le monde n'a pas cette sensibilité. Voilà. Intéressant. Donc dans un cours à Paris, et c'est pour ça aujourd'hui avec les cours sur Zoom, faut être aussi vigilant parce qu'on n'a pas les personnes en face, mais ça doit être un professeur le dit et puis on peut retenir 30 secondes, on peut retenir 1 minute. 1 minute, ça fait déjà beaucoup. Mais généralement, le corps a ses autoprotections et la personne qui débute n'arrive pas à retenir aussi longtemps. Donc, il y a une protection naturelle. Après, s'il y a des personnes qui partent comme ça, c'est très, très, très rare. Voilà, il n'y a pas de contre-indication de toute façon particulière à la pratique. Non. Pas dans le Kundalini et pas ce qu'on transmet là, maintenant, en cours. Non. Très on bien. n'est pas non plus en formation ou dans des grands rituels. Non. Ça va. Oui. Alors dans votre magnifique livre qui est superbement illustré, avec aussi des poèmes, des mantras, des photos, des recettes, etc. C'est vraiment un livre lifestyle, on peut dire, puisque vous aimez le côté anglo-saxon. C'est vraiment une pratique qui est un mode de vie avec des rituels du matin, du soir, une routine beauté, de l'alimentation. C'est vraiment ça. Il y a quelque chose de global, d'holistique, évidemment. Absolument. Je pense que, en fait, pour moi, ça a commencé par la pratique. C'est-à-dire que ça a commencé il y a un moment, il y a 20 ans. J'étais pas nécessairement dans une alimentation consciente. Bon, j'ai quand même grandi en France, dans le sud de la France, avec une alimentation méditerranéenne, une maman qui cuisinait très bien, donc ça allait pour moi aussi. Mais j'étais jeune, donc j'étais aux États-Unis. J'ai un peu aussi poussé la malbouffe. Donc, ça a commencé en fait pour moi avec la pratique et sans avoir à me pousser parce que j'ai du mal à m'obliger aux choses. J'ai du mal à me dire je suis végétarienne et puis demain je serai végétarienne ou je fume plus et demain je fume plus parce que j'ai été fumeuse aussi. C'est-à-dire qu'en fait ça s'est arrivé tout seul. C'est arrivé tout seul justement en rentrant dans cette conscience, en rentrant dans une autre fréquence en fait. Et en rentrant dans une autre fréquence d'énergie, vous commencez à vouloir d'autres choses. C'est-à-dire que vous commencez à repousser l'alimentation. Pour moi, c'était la viande. Ça s'est fait complètement doucement et naturellement. Ça n'a pas du tout été du jour au lendemain.
Ensuite, ça a été pendant des années le poisson, mais je l'ai pas décidé. Il y a un moment où j'ouvrais mon frigo et tiens, j'avais plus de poisson dans mon frigo. Il y a un moment où j'ouvrais mon frigo, il y avait plus de fromage. Il y avait, voilà. Donc, après, j'ai retrouvé un équilibre et surtout en revenant en France, j'ai adapté mon alimentation avec mon fils, etc. Mais c'est très, très, très important. Et je pense que c'est important que ça vienne sans forcer et naturellement. Et en fait, il faut juste pratiquer. Et je vous assure qu'un verre de vin va vraiment mal passer. Quand vous pratiquez tous les jours et que vous chantez et que vous êtes sur une fréquence particulière, le verre de vin, vous allez complètement diminuer votre consommation d'alcool. Sans avoir à le décider avec la tête. Ça va se faire tout seul. Vous pratiquez combien de temps par jour aujourd'hui, Caroline? Alors moi j'ai des vagues, parce que quand on pratique depuis 20 ans, peut-être que les 10 premières années, on est à fond la caisse, à fond les ballons. Et ça, c'est normal et on a besoin de ça. Ça m'a permis, franchement aussi, j'étais une grosse fumeuse et ça m'a permis d'arrêter de fumer. En fait, ce que je m'étais dit, c'est que, et ça c'est en pratiquant tous les jours, et je savais en fait que c'était très tôt, ça provoquait des nœuds et je savais que si j'arrêtais, en arrêtant de fumer, j'allais pouvoir aller explorer encore plus loin. Donc, ça m'a vachement motivée parce que j'étais très curieuse d'aller plus loin. Donc, les 10 premières années, j'ai pratiqué beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, je suis passée à la pratique de l'enseignement parce que enseigner, c'est aussi une pratique finalement. Bien sûr. Et ça, c'est vrai que ça m'a tenue tous les jours. C'est-à-dire que vous préparez des cours, même si vous faites pas vous-même un cours d'1 heure ou d'1 heure et demie le matin. De toute façon, je m'assois systématiquement, quotidiennement après ma douche. Et j'aime bien me réveiller avec des petits exercices, déjà au lit en fait, des étirements particuliers que je partage aussi dans le livre. Et j'ai parfois des moments où j'ai besoin de total recul, c'est-à-dire que j'ai plus envie d'ouvrir un seul bouquin, j'ai plus envie d'entendre un seul enseignement, et j'ai pas envie de pratiquer physiquement non plus. Par contre, l'assise, je la fais, même si c'est 5 minutes. Et c'est intéressant de prendre du recul aussi sur sa pratique. Bien sûr, parce qu'il y a d'autres intégrations qui se font à ce moment-là. Absolument. C'est comme une relaxation, vous le dites très bien, c'est comme une relaxation en fait à la fin du cours qui est essentielle. On a besoin de prendre des moments et ça peut durer plus d'une semaine. Hein. Je parle de grands moments d'intégration. On a vraiment besoin d'être sur le chemin et d'intégrer. Donc, je peux avoir des boulimies de pratique, c'est plutôt un engagement, mais je reste quand même engagée. C'est pas parce que je pratique pas physiquement dans mon corps qu'il n'y a pas une pratique autrement exprimée. Je comprends. Voilà. Mais l'engagement au début, quand on commence et qu'on est novice, il est hyper important. Bien sûr. Il est hyper important pour sceller les nouvelles habitudes. Il est important pour que le rendez-vous avec le corps physique au quotidien se mette en place. Il est très, très, très important. Après, sur la longue et sur la durée, je prends beaucoup moins de douches froides aujourd'hui que j'ai pu le faire les 10 premières années. Voilà. C'est ça. En Wu-Tao, on dit aussi qu'il faut pas se réfugier dans un aléatoire quantitatif. Donc c'est vrai qu'au début, quand on est tout feu tout flamme, on est très excité, et puis après, peut-être on est dans quelque chose qui est plus qualitatif et moins quantitatif aussi. Oui, c'est plus posé, c'est une autre et puis c'est une autre façon de se livrer au monde, c'est une autre façon de livrer la pratique si on enseigne toujours, si on a passé les tests de la durée. Absolument, oui. Alors, quelle serait peut-être une posture pour soutenir notre énergie ou notre immunité? C'est un peu la même chose d'ailleurs, hein. Quand on a une bonne énergie, en général, on a plutôt une bonne immunité en ce moment, qui serait assez simple à nous décrire et qu'on puisse faire, voilà, pour aider un peu, encore une fois, pour cette période si particulière. Alors, une posture que j'adore, avec laquelle j'ouvre pratiquement tous mes cours, qui est dans le livre, qui s'appelle Transformer l'ego. Je sais plus comment je l'ai appelé. Et en fait, vous avez les bras levés à peu près à 60 degrés, vous tirez les pouces et vous faites un pranayama, une respiration qui s'appelle la respiration du feu. Donc, cette respiration du feu, elle est égale sur l'inspire et l'expire. Et le ventre va être détendu et aller avec la respiration. Donc, il y a comme une ventilation qui se passe au niveau du ventre. Je vais vous la faire pour que vous puissiez l'entendre. Ça fait ça. Inspire, expire, inspire, expire. Et l'inspire est égal à l'expire.
on accompagne l'inspire et l'expire. Vous levez les bras à 60 degrés, vous faites ça un minimum de 3 minutes tous les jours. Non seulement ça va vous détendre au niveau des épaules et du stress, ça va ouvrir le chakra du cœur puisque vous avez la circulation sanguine qui va venir découler dans les épaules et dans le centre du cœur, donc l'organe, et puis ce qu'il inclut dans l'émotionnel, ça va ouvrir, ça va nettoyer les poumons, on a besoin, et oxygéner toutes les cellules et ouvrir l'intuition troisième œil. Et tout ça, ça travaille bien sûr sur l'immunité puisqu'en plus vous avez du coup les bras levés et donc le système lymphatique sous les bras va venir être stimulé. Donc je trouve cette posture absolument complète, très 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 complète. Voilà. C'est génial, c'est celle que vous appelez aussi le type glow? Non, c'est pas la même. Ah oui, Aura Glow, absolument. Alors, si vous voulez avoir une jolie peau, enfin, c'est incroyable, en fait. Ce qui se passe, c'est que toutes les cellules du corps sont réoxygénées, et donc le visage aussi. Et quand on remarque le visage au soleil, la peau du visage prend beaucoup plus rapidement que le corps. C'est pareil au niveau des cellules du visage. Ah oui? Donc, oui, les cellules du visage sont régénérées très rapidement. Et après la respiration du feu, vous pouvez vous voir dans le miroir, vous avez les joues qui sont rosées, le regard pétillant, et c'est vrai que c'est ma crème anti-rides, hein. Moi, je mets rien sur le visage, pratiquement rien. Bon, c'est génial. Merci pour le tip. Voilà. Dans votre routine du matin, vous parliez de vos étirements tout à l'heure, et vous dites dans votre livre que vous commencez aussi par dire des je t'aime. Voilà, que c'était très important d'être dans cette auto-louange, hein, quelque part. Oui, c'est vrai que lorsque je m'étire le matin, donc je fais un étirement du chat, c'est-à-dire les genoux à la poitrine et sur le côté, les bras ouverts. Le mantra, donc voilà, on peut appeler ça un mantra. Je t'aime, je m'aime. Ça, c'est une affirmation positive, donc un mantra. Qui va venir au bout de quelques répétitions. Moi, je sens mes cellules qui commencent à pétiller et mon cœur qui s'ouvre énormément comme un ballon. J'ai le cœur qui gonfle et ça me fait beaucoup de bien. Et ce qui est rigolo, c'est que j'ai noté que, alors c'était une auto-affirmation et il y a 1 an et demi, j'étais célibataire pendant un moment. Et il y a 1 an et demi, j'ai rencontré mon amour et j'ai réalisé il y a quelques semaines qu'en fait, je me disais plus moi-même, je m'aime, je t'aime, et qu'il y a quelqu'un dans ma vie qui est arrivé que tous les matins, et c'est un mantra, il me dit bonjour mon amour, je t'aime, amour, paix, joie. Tous les matins, que je sois avec lui ou sans lui, j'ai ça. Et j'ai réalisé il y a quelques semaines que c'était quand même incroyable parce que c'était une auto-affirmation et que maintenant je la reçois aussi. Waouh, c'est beau. Là, ça me fait des frissons partout. Excellent. Et vous proposez aussi un mantra de guérison profonde que vous partagez dans ce livre. C'est important. C'est vraiment une pratique qui permet de s'intérioriser pour s'ouvrir au renouveau. Et la guérison, évidemment, fait partie de ce processus, mais sur tous les plans d'ailleurs, hein. Oui, c'est vrai que quand on est dans une pratique comme celle-ci, on prend responsabilité de sa guérison, de son auto-guérison. Donc, on est responsable de son bonheur, de ses malheurs, entre guillemets, et on se prend en main. Et le mantra, il est Ramadasa Sase Sohang. Donc, en fait, on appelle tout l'univers. Ra, c'est le soleil, on appelle la terre, la lune, l'infini, personnel et impersonnel. On met tout ça en même temps, on visualise l'intention de s'auto-guérir, on ouvre les mains, on s'ouvre et on reçoit. Et je veux dire, les mains, quand les mains reçoivent énormément, vous avez l'extension du chakra du cœur qui est dans la paume de la main. Souvent, on voit des mains avec des dessins avec un cœur dedans. Oui. C'est pas pour rien. Voilà, le guérisseur, le magnétiseur va guérir avec son cœur et donc les mains. Et le mantra Ramadasa Sase Sohang, il est autant pour recevoir que pour donner. Donc, on crée un cercle de guérison. D'ailleurs, vous me faites penser, vous parlez des mains. C'est vrai que, évidemment, que
Quand on va en Inde, on voit beaucoup de postures des mains, etc. Mais dans les tableaux de la chrétienté, on voit toujours aussi le Christ avec des postures de mains très particulières, notamment de la main gauche. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans les tableaux. Oui, absolument, le mudra. Bon, on a d'ailleurs une méditation qui s'appelle, qui est pas dans mon livre, mais qui s'appelle la méditation du Bouddha souriant, Jésus l'aurait transmis à Bouddha. Et en fait, le mudra, c'est l'index et le majeur, qui sont donc le doigt de la connaissance et le de la sagesse, qui sont ensemble. C'est celui-là dont vous parlez. Oui. Et vous voyez le pouce recroquevillé sur l'auriculaire et l'annulaire. Oui. Oui, les mudras sont aussi ici, absolument. Les boucles se bouclent. Alors vous dites aussi, lorsqu'ils sont équilibrés, justement, nos corps physiques et énergétiques nous permettent de cheminer avec calme, sécurité, grâce et inspiration. Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, je vous ai pas posé cette question sur ce que ça vous avait apporté, hein, on a parlé de ce que ça apportait aux participants des cours. Comment vous vous sentez, avec 20 ans de recul maintenant, de cette pratique dans votre vie? Alors, j'ai compris que vous aviez arrêté de fumer. Ça, c'était un point très important. Vous y aviez trouvé l'amour de votre vie, donc ça fait déjà des choses très très puissantes et très fortes. Qu'est-ce qui a changé d'autre de vraiment en vous qui vous réjouit particulièrement? La volonté d'être là, incarnée sur la terre, et de trouver cet équilibre entre terre et ciel, parce que j'étais souvent peut-être un peu rêveuse, mais sans penser qu'en fait je pouvais manifester mes rêves, puisque j'avais du mal à les incarner en fait dans la matière. Donc en fait, ça m'a fait accepter la matière. Et ça, c'est un grand pas pour moi, d'accepter d'être là sur Terre et de me dire que finalement mes rêves sont tout à fait, c'est jouable. Je peux rêver et je peux manifester. Donc en fait, le pouvoir de la manifestation, ça m'a vraiment amené ça. Le pouvoir de la manifestation, c'est tout simplement être aligné sur son chemin et de connaître ses valeurs, de redéfinir ses valeurs. Quelles sont nos valeurs aujourd'hui? Nos valeurs à nous, personnelles. C'est absolument, effectivement, essentiel, mais c'est bien parce que ça donne envie. Ensuite, il faut, vous disiez tout à l'heure, de la discipline aussi dans la pratique, hein, et puis on peut pas se rendre compte en un seul cours, je pense. Enfin, on peut être touché par la grâce, hein, par un cours. C'est ce qui est arrivé, par exemple, à Lily Barbery quand elle témoigne de ce cours qu'elle a suivi avec vous. Elle est ressortie, elle chantait, elle dansait dans la rue, etc. Mais j'imagine que voilà, il faut suivre plusieurs cours, peut-être une année, pour se rendre compte des bienfaits de tout ce que ça peut nous apporter. Pas si longtemps que ça. Non, justement, c'est une pratique que je trouve qu'à l'époque, que j'appelais à longtemps, c'est le yoga digital. Je disais ça comme ça, parce que pour moi, c'était rapide. C'était l'insta yoga, quoi. En gros, on fait une pratique et on ressent tout de suite. Ce qu'a ressenti Lily dans son premier cours, c'est vraiment ce que moi aussi j'ai ressenti, et c'est que beaucoup de personnes ressentent. Maintenant, quand on ressent pas ça au premier cours, on ressent une curiosité, on revient, et très rapidement, on ressent des changements. Et au bout de 6 mois, si on a pratiqué 2 fois par semaine, 3, c'est super. Si on a pratiqué 2 fois par semaine, on a tout un changement cellulaire qui commence à se mettre en place, tout un changement physique qui commence à se mettre en place, et on ressent au bout de 6 mois. Pas plus long que ça. Hein. Ouais, c'est génial. C'est encourageant, je trouve. Et je trouve qu'avec la vitesse où va le monde aujourd'hui, où on a besoin de changer, en fait. On a besoin d'outils super efficaces. Je trouve cet outil ultra efficace, quoi. Super efficace. Et c'est pas parce qu'on le pratique 20 ans ou 3 mois que, moi, je peux totalement pratiquer quelque chose que je pratique, je me lasse pas des choses que j'ai pratiquées il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'elles sont toujours aussi efficaces. Ça réaligne systématiquement. Et c'est vrai qu'il y a des périodes d'intégration où je pratique pas. Je vois bien qu'au bout d'un moment, ça me manque. Et la fréquence, c'est un courage. Il faut être courageux. Ça s'entretient. C'est comme se laver les dents, se laver le corps. Ça s'entretient. Oui, c'est une hygiène de vie et une discipline, bien sûr.
Eh ben, c'est super. Caroline Bénézet, merci infiniment pour cet échange à la fois simple et très profond sur cette belle pratique ancestrale du Kundalini Yoga. Je rappelle à celles et ceux qui nous écoutent le nom de votre magnifique livre, vraiment superbe, aux éditions Marabout, Kundalini and Me. J'y arrive pas. Kundalini and Me. Et vous pouvez retrouver Caroline sur ses réseaux sociaux. Alors, sur Insta, c'est carolinebénézet.yoga et sur Internet, c'est carolinebénézet.com. Merci beaucoup, Caroline. Merci beaucoup, Anne. Je vous souhaite une très belle journée. Merci de m'avoir accueillie sur votre podcast. Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences.